Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo sur le dernier chapitre de la première année du BTS Tourisme, donc un chapitre sur la géopolitique. Voilà, donc c'est un chapitre qui est très important que vous pouvez retrouver sur mon site. Et voilà, donc je vais vous faire juste un petit résumé, un petit peu les grandes lignes de cette thématique. Mais ce qui est important, c'est que vous puissiez récupérer le cours sur le site et que vous puissiez le ficher. Voilà. Donc pour commencer un petit peu à parler de la géopolitique, ce qui est important, c'est de définir ce concept. Donc ce concept, cette science, si vous voulez, c'est un géographe français qui l'a plus ou moins mis en avant, qui l'a remis en avant, pour pas rentrer dans tous les détails. Donc, ce géographe français s'appelle Yves Lacoste. C'est le monsieur que vous avez donc en photographie au tableau. Donc, dans les années 70, en fait, il a commencé à s'intéresser à la guerre du Vietnam, et c'est lui qui a véritablement relancé un petit peu la géopolitique. Alors, si on doit définir la géopolitique, c'est en fait une science qui s'intéresse aux relations internationales du point de vue géographique. Donc pour vous, si on doit simplifier, c'est en fait l'étude des territoires comme des enjeux de relations internationales. Voilà. Si on doit faire les choses encore plus simples, c'est en fait tous les problèmes de sécurité que l'on retrouve sur des territoires. Si on doit faire une petite liste, ça va être les guerres, donc tout ce qui est du domaine du conflit armé, que ce soit des guerres civiles ou des guérillas ou des insurrections, des choses comme ça. Ça va être aussi le terrorisme, avec les attentats bien sûr, la criminalité organisée, donc les mafias, les cartels, des choses comme ça, et aussi finalement la délinquance, la petite et moyenne délinquance qu'on va retrouver dans les destinations touristiques. Alors, la géopolitique, c'est un domaine qui est très intéressant parce que la notion de risque sécuritaire dans un territoire, on va voir que ça a pour conséquence de désorganiser complètement un pays et un territoire, et donc une destination touristique. Bien entendu, lorsque vous commencez à avoir des perturbations de sécurité sur un territoire, le fonctionnement normal de ce lieu est complètement perturbé. Vous allez avoir les commerces qui vont fermer, les écoles qui vont fermer, les gens qui vont rester chez eux, le ravitaillement en nourriture va devenir beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. Et donc, bien entendu, les touristes vont moins venir, puisque ce qu'on a vu en première année, c'est que un des éléments importants qui motive le départ vers une destination, c'est aussi le sentiment de sécurité. Voilà, la sensation que son lieu de vacances, alors la sensation ou la représentation du fait que son lieu de vacances est un lieu sécure où on va pouvoir être tranquille. Ok. L'image que vous avez sur l'écran, c'est en fait la représentation par la diplomatie américaine de ce qu'on appelle l'arc de crise. C'est quelque chose que vous avez peut-être vu en terminale. C'est-à-dire qu'en fait, la diplomatie américaine a mis en avant une zone dans le monde où il y aurait le plus de risques en fait au niveau sécuritaire. Donc c'est une zone qui part de l'Afrique du Nord, qui passe par le Proche-Orient et qui finit donc au Moyen-Orient. Et donc ce serait dans cette zone qu'on retrouverait la majorité des menaces, que ce soit des menaces terroristes ou de type guerre civile, conflit, des choses comme ça. Voilà. Il faut garder à l'esprit que c'est une vision avant tout américaine, bien entendu, même si, à l'évidence, c'est quand même dans cette zone qu'on a retrouvé dernièrement les grands conflits, l'Irak, l'Afghanistan, les choses comme ça. Alors, pour essayer d'avancer, de pas refaire la totalité du cours, on va en premier lieu discuter de la guerre et le tourisme. Voilà. Bon, c'est certainement
ce qui est le plus facile à traiter. Donc la guerre, c'est quoi? La guerre, c'est une opposition armée entre deux États. Donc ça, c'est la guerre, on va dire, classique, hein, lorsque deux États vont utiliser leur armée pour envahir en fait le territoire d'un de ces deux États, et donc il va y avoir un conflit armé entre ces deux armées. Mais il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des guerres civiles, qui vont être des conflits armés entre deux groupes sociaux. Voilà, il peut y avoir aussi des rébellions armées. En fait, c'est tout ce qui va véritablement plonger le pays dans un conflit armé qui va durer quand même assez souvent, assez longtemps. Au niveau du tourisme, ça équivaut à la fin totale du tourisme. Bien entendu, on ne fait pas de tourisme dans un pays en guerre, ça semble évident. En fait, dans un pays en guerre, plus rien ne fonctionne normalement, et donc plus aucun acteur du tourisme, bien sûr, ne prend le risque de desservir cette destination. Vous n'allez plus trouver d'avions pour vous amener sur ce territoire. Les agences de voyage vont retirer aussi cette destination. Donc, par exemple, aujourd'hui, pour aller en Syrie, c'est très compliqué, même s'il y a des sites touristiques comme le site archéologique de Palmyre en Syrie. Bon, ça paraît logique. Au niveau du tourisme et des pays en guerre, ce qu'on peut voir, c'est que bien souvent, la guerre ne se déclenche pas de manière spontanée. Il va y avoir une période comme ça de tension qui va un petit peu se mettre en place et augmenter. Et durant cette période de tension, souvent en fait les touristes vont décider de quitter le pays rapidement. Voilà. Donc en fait, il va y avoir une phase comme ça où les étrangers, les occidentaux vont quitter le territoire parce qu'ils vont bien sentir, ou alors l'ambassade de leur pays va leur expliquer qu'il faut rentrer le plus vite possible. Il peut y avoir une deuxième situation où finalement il va y avoir une crise de violence spontanée. Alors ça peut arriver souvent sur le continent africain avec des rébellions ou des coups d'État ou des émeutes armées qui sont assez imprévisibles. Et donc là, on se retrouve dans des situations un peu délicates où les touristes peuvent être bloqués sur place. Voilà, donc là, c'est des situations qui sont quand même très compliquées. La plupart des pays riches, des pays occidentaux, vont venir chercher en fait leurs ressortissants en utilisant l'armée, les forces armées qui vont venir récupérer des ressortissants. Ça se fait finalement assez régulièrement, notamment donc dans des pays d'Afrique où les touristes sont rassemblés à l'ambassade et où on les évacue lorsqu'ils sont dans une situation comme ça un peu particulière. Ce qu'on peut retenir, c'est que finalement un pays en guerre, c'est un pays qui sort complètement de la mondialisation classique, on va dire, et donc du tourisme mondialisé, bien entendu. Un pays en guerre, en fait, il a rien à offrir finalement à un touriste, puisqu'un touriste, il cherche à être avant tout en sécurité pour pouvoir se relaxer ou pour pouvoir profiter sereinement, en tout cas, de ce que le pays a à offrir. Et dans un pays en guerre, ça semble quand même assez compliqué. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que la guerre, c'est pas un pays en guerre, en fait, il n'est pas dans cette situation de manière définitive. Même s'il peut y avoir des guerres qui durent longtemps, la plupart du temps, un pays en guerre, il finit par retrouver une forme de stabilité, il peut signer des traités de paix, la guerre peut s'arrêter. Et donc, il peut y avoir un phénomène de résilience. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu en cours. La résilience, c'est le fait de se relever après une épreuve. On parle parfois de résilience aussi pour les êtres humains, surtout même d'ailleurs. On peut parler de résilience après une maladie ou après un deuil ou des choses comme ça. Ce qui veut dire qu'il y a certains pays qui ont été capables de cette résilience et qui, après une période de guerre, ont réussi à redevenir touristiques, à redevenir attractifs. Donc là, un des pays auxquels je pense et dont je vous ai mis une photographie, c'est le Vietnam, qui après un long conflit contre les États-Unis dans les années 70, a réussi à redevenir en fait une destination touristique prisée. Voilà. Il faut savoir que c'est quand même pas toujours le cas. Il existe beaucoup de pays qui, même si le conflit est aujourd'hui terminé sur leur territoire,
vont porter en fait une image négative, vont continuer à être pénalisés au niveau touristique du fait de ce conflit, et notamment au niveau des représentations des gens. C'est-à-dire que pour l'opinion publique, certains pays comme la Bosnie, le Rwanda, la Sierra Leone restent des pays dangereux, alors que les conflits armés sont terminés depuis longtemps dans ces pays-là. Voilà. On continue, on passe voilà, donc là par exemple un film que vous pouvez regarder qui traite un petit peu de la situation sécuritaire en Sierra Leone, qui est un pays qui est touché par une guerre civile, notamment à cause justement ou plutôt du fait de la maîtrise de certaines ressources, notamment les diamants. Alors en deuxième partie, on va parler de la délinquance. La délinquance qui s'attaque assez souvent aux touristes. Alors, qu'est-ce que c'est que la délinquance? C'est l'ensemble des activités illégales qui peuvent être le fait d'individus isolés ou de bandes organisées. Voilà. La délinquance, on la retrouve plus ou moins partout. Hein, on la retrouve plus ou moins partout, mais elle entraîne en fait un sentiment d'insécurité qui peut être une contrainte pour les touristes, forcément. C'est-à-dire un élément qui va gêner un peu l'attractivité d'un lieu et qui risque de casser un peu l'attractivité d'une destination. Finalement, plus un lieu devient touristique, plus il peut être aussi la proie de la délinquance, tout simplement parce que les touristes représentent des proies très vulnérables pour tout ce qui est voleurs, pickpocket, arnaqueurs. Alors pourquoi est-ce que les touristes sont des proies vulnérables? Tout simplement parce que ils sont pas chez eux. Ils se baladent bien souvent avec de l'argent en liquide. Ils se baladent avec avec un petit peu toutes leurs possessions dans leur sac à dos. Vu qu'ils sont pas chez eux, ils ont les délinquants peuvent se dire que les touristes vont peut-être hésiter à porter plainte et à les poursuivre. Donc tout ça, ça fait que finalement le touriste est une proie facile et que ils sont souvent visés par les délinquants ou les organisations délinquantes. Voilà. On peut, alors cette délinquance, on pourrait presque en faire une typologie. La première, qui est peut-être la moins méchante et qu'on retrouve dans tous les lieux touristiques, notamment les stations balnéaires, ça va être ce qu'on appelle les attrape-touristes, c'est-à-dire des boutiques qui vont gonfler leurs prix, des restaurants aussi qui peuvent pratiquer des tarifs, on va dire, plus élevés, tout simplement parce que vous êtes sur une destination touristique. Bon, c'est une forme de délinquance plus ou moins acceptée, le touriste en a conscience, et parfois c'est même culturel de finalement marchander les prix. Vous avez certains pays du Sud où les marchands et les touristes savent que de toute façon il faut marchander le prix parce que le prix annoncé est largement gonflé. Voilà. Donc ça c'est une forme la moins grave. Il peut y avoir des formes de délinquance beaucoup plus graves, notamment avec des vols à main armée, comme on peut retrouver au Brésil. Ça peut arriver assez régulièrement, ou dans certaines stations balnéaires au Mexique, où voilà, les agressions peuvent être beaucoup plus importantes. Plus près de chez nous, dernièrement, en région parisienne, les touristes chinois sont devenus la cible des délinquants et des bandes organisées. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces délinquants ont une représentation un peu erronée des touristes chinois. En fait, ils considèrent que ces touristes chinois se baladent forcément avec beaucoup d'argent liquide. C'est peut-être un peu exagéré, c'est peut-être un peu vrai. En tout cas, voilà, régulièrement, il va y avoir des attaques contre les touristes chinois. Donc, j'ai quelques exemples. En 2016, près de l'aéroport de Roissy, vous avez un quart de touristes chinois qui a été attaqué
par des individus qui venaient d'une cité assez proche. Il y a eu quand même 27 victimes, dont 3 ont dû être hospitalisées. Voilà, pas mal de sacs ont été volés, pas mal d'objets, d'argent liquide ont été volés. Voilà. Une autre forme de délinquance, pour le coup, qui est quand même assez grave et qui va viser aussi les touristes, c'est la prise d'otages. Alors la prise d'otages, elle peut être, elle est quasiment toujours le fait de groupes organisés. Ça peut être des groupes terroristes, mais ça peut être aussi des groupes de délinquants, tout simplement, qui cherchent des rançons, ou des groupes révolutionnaires comme en Colombie ou en Amérique latine. Alors aujourd'hui, dans le monde, le pays où on risque le plus un enlèvement, notamment si on est un touriste, c'est justement donc la Colombie, où il y a un véritable business en fait de l'enlèvement. Voilà, où en fait on va demander une rançon à la famille et rapidement on va rendre la personne qui a été enlevée. Ce qui est beaucoup plus finalement dangereux, c'est dans certaines zones d'Afrique, notamment dans les régions du Sahel et du Sahara, où l'enlèvement est devenu presque systématique de la part de groupes armés, notamment terroristes, qui vont se financer grâce à cette pratique pour acheter des armes, pour acheter pas mal de choses. Voilà, ce qui fait que cette région est complètement formellement déconseillée aux touristes et que lorsque des touristes en fait vont plus ou moins s'affranchir de ces conseils de sécurité, ça peut finir assez difficilement. Donc là, je vous ai mis à l'image le cas de 2 touristes français qui sont partis dans le nord du Bénin, qui est une région qui est déconseillée par les autorités. C'était donc l'année dernière. Ils ont été kidnappés en fait, enlevés par un groupe terroriste. La France a envoyé des militaires pour essayer de les récupérer et voilà, ça s'est soldé par la réussite en fait de l'opération puisque les 2 touristes ont été libérés, mais malheureusement vous avez 2 soldats français qui sont morts pendant l'opération pour venir les récupérer. Voilà. Ça pose la question finalement de la responsabilité aussi des touristes lorsqu'ils se mettent eux-mêmes en danger, lorsqu'ils désobéissent entre guillemets aux consignes de sécurité. Voilà, vous avez eu des voix qui se sont élevées à ce moment-là pour proposer de pénaliser les touristes inconscients. Bon, ça reste un débat ouvert par rapport à ça. Donc ça nous amène à la dernière partie, c'est-à-dire le terrorisme et le tourisme. Alors le terrorisme, c'est un phénomène qui est assez difficile à définir, même si aujourd'hui malheureusement c'est quelque chose qui est quand même très présent dans nos sociétés et dans l'actualité. J'avais prévu de vous montrer une petite scène de film. Donc ceux qui ont mon cours sous les yeux, vous pourrez aller voir. Il y a un lien YouTube sur une scène que vous pouvez regarder, qui est en fait une scène qui présente un attentat. Donc c'est une fiction bien sûr, mais je trouvais que c'était intéressant d'analyser cette scène avec vous. Alors, déjà, on va un petit peu définir ce qu'est le terrorisme. Le terrorisme, c'est une action armée de la part d'un groupe pour mettre en avant ou pour défendre ou pour médiatiser une idéologie. C'est souvent le fait d'un groupe minoritaire qui a peu de moyens et dont l'objectif est de faire parler de lui. Le terrorisme, c'est fait pour terroriser, c'est donc en fait fait pour faire peur, mais aussi surtout pour se faire connaître, pour faire parler de soi. Donc qu'est-ce que vont rechercher ces gens? Ils vont rechercher le côté spectaculaire de leur action pour tout simplement avoir une forme de médiatisation qui va leur permettre de faire pression sur les gouvernements
et donc pour pouvoir petit à petit imposer leur idéologie. La vidéo que vous avez peut-être regardée ou que vous regarderez présente un attentat fictif, mais qui malheureusement ressemble énormément à un attentat qui s'est déroulé en 2015 en Tunisie, sur la plage de Sousse, et qui reprend en fait différents éléments qu'on peut retrouver sur, lors d'une attaque, lors d'un attentat sur une destination, notamment sur une station balnéaire. Donc on va retrouver une plage dans un pays souvent arabo-musulman. On va retrouver bien souvent des éléments qui sont tolérés dans le pays, mais qui vont avoir tendance à déplaire à une frange de la population, notamment des islamistes les plus radicaux. C'est-à-dire qu'on va retrouver des filles occidentales, par exemple, en bikini, en train de se baigner. On va retrouver aussi la présence d'alcool, puisque le bar, on voit bien dans la scène que le bar vend des cocktails. Donc ce sont des éléments qui peuvent venir un petit peu, comment dire, oui, irriter, si vous voulez, les musulmans fondamentalistes sur place, et donc un petit peu désigner les touristes comme des cibles, comme des cibles prioritaires. Ce qui est intéressant aussi lors de cette scène, c'est de voir avec quelle facilité les terroristes arrivent sur place. On va pas faire trop de généralités, mais la plupart du temps dans les pays émergents, les pays touristiques émergents, il faut savoir que les forces de l'ordre sont assez peu, assez peu équipées, assez peu efficaces, parfois même un peu corrompues. Et donc on voit bien à ce moment-là comment les touristes se retrouvent très vulnérables. Ils ne savent pas où aller lorsque la fusillade commence, et bien entendu, ils ne savent pas vers qui se tourner. Il y a une réponse, on va dire, des forces de sécurité qui va être beaucoup plus longue et beaucoup moins efficace que dans des pays occidentaux développés. Donc, si vous voulez, l'intérêt premier pour les terroristes lorsqu'ils attaquent un pays touristique, c'est de créer la peur. La peur, elle va engendrer quoi? Elle va engendrer très rapidement le départ des touristes du territoire. Donc là, l'image que je viens de vous mettre au tableau, c'est en fait le départ des touristes du Sri Lanka lorsque, dans les années 2000, il y a eu une série d'attentats. En fait, les touristes ont foncé à l'aéroport pour se faire évacuer du pays. Il faut savoir que les terroristes, lorsqu'ils attaquent un pays touristique, leur objectif, c'est de faire parler d'eux, de faire peur, pour tout simplement que les touristes ne reviennent pas. Il peut y avoir une dimension religieuse, c'est-à-dire ils ne veulent peut-être pas avoir des occidentaux sur leur territoire, mais ce serait un peu limité de penser que c'est leur seule revendication, leur seul objectif. Il y a surtout un objectif politique en fait derrière cette action. L'idée c'est quoi? C'est que leur objectif, ça va être de désorganiser l'économie de ce pays. Lorsque vous avez un pays touristique comme l'Égypte ou la Tunisie et que vous commencez à faire des attentats dans ces pays-là, les touristes vont moins venir. Donc s'ils viennent moins, vous allez avoir toute une frange de la population qui va se retrouver au chômage, qui va avoir moins d'emplois, et qui donc à terme va commencer à à cultiver une forme de colère contre le gouvernement qui n'a pas de réponse à leur misère, à leur chômage, des choses comme ça. Si on pousse un peu le raisonnement, lorsque un pays est complètement désorganisé parce que les touristes ne viennent plus, c'est là où souvent en fait les terroristes, en tout cas la version politique
de ces terroristes vont commencer à aider la population, à se faire bien voir, pour essayer de se faire élire, ou en tout cas d'arriver au pouvoir dans ces pays-là. Voilà. Donc c'est vraiment un processus qui est réfléchi, hein, il tape pas au hasard, et c'est un processus que l'on a pu voir à l'œuvre, notamment lors de certains printemps arabes dans certains pays. Je vous donne quelques exemples. Après les attentats de Sousse en 2015, la Tunisie elle a perdu 2 millions de touristes. De la même manière, en Égypte, il y a eu une baisse de presque 50% du tourisme suite aux attentats contre les touristes, notamment sur les sites des Grandes Pyramides. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ça. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Quelque chose, oui, qui est intéressant, c'est que la dangerosité, là par exemple, je vous mets quelques images, ça c'était un attentat à Bali. Voilà, donc la dangerosité d'une destination, c'est quelque chose qui est lié aux représentations. Et c'est quelque chose qui est assez, comment dire, assez subjectif. Je vous donne un exemple. Les grandes capitales occidentales ont quasiment toutes été touchées par des attentats, notamment Paris, hein, avec le Bataclan, Madrid, voilà, New York, bien sûr. Pourtant, lorsque vous demandez ou lorsque vous regardez si le tourisme a baissé dans ces grandes capitales, en fait, on se rend compte qu'il y a eu une baisse qui a été assez minime quelques mois après, et puis assez rapidement, le tourisme est revenu à un taux tout à fait normal. Et lorsque des touristes sont interviewés sur leur sentiment d'insécurité dans ces grandes capitales ou dans ces pays occidentaux, il n'y a pas quelque chose de très net. Ils vont vous expliquer que finalement le terrorisme c'est quelque chose qui peut taper, qui peut arriver n'importe où, et que ces pays ont mis, ces grandes capitales ont mis en place les moyens nécessaires, et que donc c'est un risque qu'ils acceptent. Par contre, ils vont avoir souvent une représentation très négative lorsque vous allez avoir un acte terroriste qui va être commis, par exemple en Égypte. Je prends l'Égypte, je pourrais prendre un autre pays. Et là, le touriste lambda occidental va par contre avoir la sensation que ce sont des pays très dangereux, qu'il ne faut pas y aller. Bon, voilà. Donc il y a vraiment une notion de représentation qui est liée bien sûr aux médias. L'image que vous avez au tableau, c'est la prise en charge médiatique juste après un attentat. Je crois que c'était à Paris, à l'époque, bien sûr, du Bataclan. Toutes les télés vont parler, bien sûr, de ça pendant des jours et des jours, ce qui fait que ça va créer une représentation assez négative dans la tête des gens. Alors, bien entendu, la différence que l'on va retrouver entre un pays riche et un pays moins riche, ça va être la capacité de résilience, la capacité à prendre des mesures pour rassurer les gens. Tout n'est pas non plus que subjectif dans la représentation sécuritaire. Bien entendu, lorsqu'il y a un attentat en France ou aux États-Unis, il y a une réponse sécuritaire très importante. Aujourd'hui, lorsque vous êtes en ville ou à l'aéroport ou dans une gare, vous voyez passer, en France en tout cas, des soldats, des patrouilles. Donc tout ça est fait quand même pour rassurer aussi la population et aussi les touristes, bien évidemment. C'est quelque chose qui est moins présent dans les pays qui n'ont pas les mêmes moyens, pas les mêmes mesures, les mêmes capacités financières. Et donc, bien entendu, voilà, ça peut peser sur la représentation d'un pays plus ou moins sûr pour aller passer ses vacances. Je regarde juste si j'ai rien oublié. Je veux pas non plus faire une vidéo trop longue pour vous.
La question du terrorisme, c'est vraiment quelque chose qui est assez délicat par rapport au tourisme, parce que les autorités d'un pays doivent en fait doser, doivent trouver un équilibre entre la sécurisation d'un territoire, en mettant des forces de l'ordre, des caméras, enfin tout ce que vous imaginez, mais également avec la mise en place d'une ambiance quand même propice au séjour des touristes. Je vous donne un exemple. En 2015, la France a mis en place l'état d'urgence, ce qui a déclenché en fait aux États-Unis le classement de la France par le département d'État américain comme une zone déconseillée pour les ressortissants américains. Donc ça aussi, forcément, ça a eu un effet sur le tourisme et notamment sur les touristes américains, qui ont pu, en fait, il y a pu avoir un sentiment comme ça un peu dégradé, en tout cas une dégradation un petit peu de la confiance que ces touristes pouvaient avoir par rapport à la situation sécuritaire en France. Voilà. Donc, pour conclure, pour pas trop s'étendre, ce qu'on peut dire, c'est que le tourisme, c'est une activité qui est très sensible, très vulnérable aux crises sécuritaires dans le monde, tout simplement parce que le tourisme, pour se développer, a besoin de sécurité. Il a besoin de sécurité, et peut-être encore plus que de sécurité, il a besoin du sentiment de sécurité. Pour pouvoir tout simplement pour pouvoir développer en fait l'attractivité et pour pouvoir développer des représentations positives dans la tête des futurs touristes. Ce qui fait que tout est fait par les acteurs du tourisme pour essayer de rapidement faire oublier les événements violents ou dramatiques qui se déroulent dans un territoire. Alors certaines destinations vont réussir efficacement à casser un peu ces mauvaises images. Aujourd'hui, à New York, vous avez autant de touristes qu'avant les attentats de 2001. Le Vietnam est devenu une destination touristique sans aucun problème. Et puis, vous allez avoir d'autres destinations qui vont continuer à traîner une image effrayante, repoussante pour les touristes, alors que parfois, c'est quelque chose qui est un peu, sont des images un peu développées à tort parce que ces situations se sont améliorées et qu'il n'y a plus vraiment de raison de craindre pour sa sécurité. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Et puis, j'espère que c'était assez clair. Voilà.